Et maintenant, c'est un cours que nous allons dispenser. Et donc, Bob, si vous nous disiez ce qu'est une vocation. Vous parlez de la vocation, de la vision, des buts. Mais concentrons-nous sur la vocation d'abord. Pourquoi est-ce important? Et comment déterminons-nous ce qu'est notre vocation? Je ne pense pas que vous puissiez déterminer votre vocation. Je pense que vous la découvrez. Il y a une différence. Déterminer signifie que vous décidez, et je ne pense pas que vous décidiez. À mon avis, si vous savez comment faire, vous finissez par la découvrir. Il y a des gens, par exemple, qui devraient peindre toute la journée, parce qu'ils sont de grands artistes. Je pense que Michel-Ange était de toute évidence un grand sculpteur. Je veux dire que c'était ça, sa vocation dans la vie. Bien, je pense que ma vocation est de faire ce que je fais. Votre vocation, c'est ce qui vous pousse à vous lever le matin. La plupart des gens disent c'est pour aller au travail. Ça serait une bonne raison de ne pas se lever justement. Si vous dites que vous le faites parce que tout le monde le fait, ça serait encore une raison de rester dans votre lit. Si vous faites ce que tout le monde fait, cela veut dire que vous êtes probablement dans la mauvaise direction. Votre vocation, c'est votre raison de vivre. Je me suis rendu dans un ranch à Clear Lake Oaks, en Californie. The Cy Seminars Ranch, Janewell Heights Ranch. And I went there with 2 other people. Je m'y suis rendu avec 2 personnes qui étaient mes associés à l'époque. Et j'y ai passé 3 jours à découvrir et à formuler par écrit ma vocation. Et ma vocation, c'est de vivre et de travailler dans un environnement prospère qui encourage la productivité et le plaisir. Et de cette manière, je peux servir davantage ma famille, ma compagnie, ma communauté, mon pays et, au bout du compte, le monde dans sa totalité. Je veux améliorer le service que je rends à ma famille, ma compagnie, ma communauté, mon pays et, au bout du compte, le monde entier. Et c'est ce que je fais. Or, pour faire cela, j'ai besoin de vivre et de travailler dans un environnement prospère. Car j'ai alors la possibilité d'être davantage créatif et de mieux faire ce que je fais. Par exemple, c'est la première fois que vous et moi, nous faisons ce genre d'émission. Et nous avons déjà décidé d'en faire d'autres parce que c'est une excellente manière de servir les gens auxquels nous fournissons un service. Nous voulons donc améliorer notre service. Ce que je veux donc, c'est éveiller les gens. C'est ça ma vocation dans la vie. Donc, pour trouver votre vocation, vous allez devoir vous asseoir et vous munir peut-être d'un stylo et d'un bloc-notes. Et posez-vous ensuite cette question. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie? Vous aurez peut-être besoin de passer un peu de temps à faire ça. Vous pourriez vous lever 1 heure plus tôt le matin et aller vous asseoir sous un arbre quelque part si vous vivez dans un climat doux ou prendre une chaise et vous mettre dans un endroit où vous ne risquez pas d'être dérangé. Détendez-vous complètement et posez-vous cette question. Si je pouvais passer ma vie à faire quelque chose que j'aime faire, quelle serait cette chose? Maintenant, étant donné que ce n'est pas une question que vous vous posez tous les jours, il se pourrait que la réponse mette du temps avant de se manifester dans votre conscience. Il se pourrait que vous auriez à faire ça tous les matins pendant 3 mois. Mais c'est un investissement en temps qui vaut la peine. Ça, c'était la vocation. Maintenant, quelle est la différence entre une vocation et une vision? Il y a une grande différence. Votre vocation, c'est la raison qui vous pousse à vous lever le matin. C'est votre raison d'être sur cette planète. I'm going up to a ranch from here. Je vais me rendre dans un ranch juste après notre interview pour une conférence qui a pour thème l'héritage. Qu'allez-vous léguer à celles et ceux qui viendront après vous? Vous avez besoin de faire de votre vocation quelque chose qui profitera aux autres longtemps après votre départ. Et si vous faites ce que vous aimez, ce sera le cas. Votre vision, c'est comment vous mettez à exécution votre vocation. Votre vocation, c'est votre raison de vivre.
tandis que votre vision, c'est comment vous mettez à exécution cette vocation. When I'm in the air, Quand je me trouve dans un avion, je ne regarde jamais les films, ni rien de tout cela. Je passe tout mon temps, ou presque, à penser à la manière de mieux faire ce que je fais, de mieux réussir. Par exemple, nous avons démarré un club de streaming pour diffuser du contenu toutes les semaines et nous travaillons pour le développer davantage. Cette idée était le résultat des voyages que j'effectuais à Tel Aviv, à Chypre, à Melbourne, à Auckland, à Los Angeles avant de revenir de nouveau à Toronto. Les gens voulaient que je passe plus de temps avec eux, mais à chaque fois, j'avais un vol à prendre, d'où l'idée du club de streaming. C'était donc une idée qui faisait partie de ma vision et j'ai tout de suite agi dessus. Votre vision est par conséquent une vue à long terme de toutes les choses que vous aimeriez faire et qui s'inscrivent dans le cadre de votre vocation. Chacune d'elles vous aidera à mettre à exécution votre vocation. D'accord, laissez-moi vous poser une question. Si vous n'avez toujours pas trouvé votre vocation, de quelle manière votre vie change quand vous la découvrez? Et deuxièmement, comment continuer à avancer quand nous éprouvons encore des difficultés à découvrir ce qu'est notre vocation? Bien, vous continuez à avancer en faisant du mieux que vous pouvez, et ce, même si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, car vous finirez par trouver une solution. Même si vous n'aimez pas ce que vous faites, mettez-y toute votre énergie, et vous finirez par découvrir quelque chose sur vous-même que vous n'auriez jamais pu découvrir autrement. Nous avons des réservoirs profonds, faits de talents et de capacités. Nous avons tous un potentiel magnifique. Et en cherchant à découvrir votre vocation, vous commencerez peut-être à avoir toutes sortes d'idées qui viendront se bousculer dans votre esprit. Si vous commencez à vouloir mettre en pratique toutes ces idées, vous n'irez nulle part. Vous serez dans un état de confusion. Ce que vous pouvez faire, c'est les noter toutes en ayant une vision large de toutes les choses que vous voulez accomplir. Mais il est ensuite crucial que vous vous fixiez un but. La vocation, c'est donc votre raison de vivre. C'est la raison qui vous pousse à vous lever le matin. Votre vision, elle, c'est le fait de mettre à exécution votre vocation. Tandis que votre but, c'est le fait de vous occuper d'une toute petite partie de votre vision. Vous ne faites pas toutes les choses qui font partie de votre vision en même temps. D'abord parce que vous ne pouvez pas les faire toutes en même temps, mais elles sont là et vous savez que vous les ferez. Maintenant, je veux vous faire revenir 52 ans en arrière. Avant votre naissance. Tout à fait. Je veux que vous retourniez à ce moment de votre vie quand vous n'aviez pas encore découvert votre vocation, et que tout d'un coup, vous vous êtes dit, voilà ce que je suis venu faire dans cette vie. Et ce que je veux savoir c'est, quel était l'effet de cette découverte sur votre mental? C'était énorme, énorme. Et cela, valait-il le coup de faire le travail pour découvrir votre vocation? Écoutez, vous ne naissez qu'une fois, et vous n'avez qu'une seule vie autant que je sache. Oui, le jeu en vaut la chandelle. C'est la chose la plus importante qu'une personne peut faire, parce qu'alors votre vie revêt un sens. Voyez-vous, quand j'ai découvert ma vocation la première fois, il m'a fallu du temps avant de pouvoir l'exprimer clairement. Mais j'ai découvert en tout cas que tout cela s'était fait de manière presque accidentelle, car ce que j'aimais par-dessus tout, c'était d'aider les nettoyeurs à se fixer des buts et à trouver des clients. J'ai à ce propos une histoire intéressante à vous raconter. Ma fille Colleen travaillait, il y a des années de cela, dans une entreprise d'informatique. Quand elle revenait à la maison, je lui demandais si ça se passait bien dans son travail, etc. Un jour, elle avait apporté avec elle une lettre d'information éditée par son entreprise. J'ai lu la lettre et ce n'était pas inintéressant, mais j'ai vu que l'éditeur du magazine des informations s'appelait Bessie Tameras. Je me suis dit, tiens, Tameras n'est pas un nom courant, sauf en Grèce ou en Macédoine.
Je lui ai dit, Colleen, quand tu iras à ton travail demain, demande à Bessie Tameras si son père ne s'appelait pas Marinus. De retour de son travail, quelques jours plus tard, elle m'a dit, mon Dieu, tu ne me croiras jamais. Marinus est bel et bien le père de Bessie, mais il est mort maintenant. Par contre, la mère de Bessie lui a beaucoup parlé de toi. Marinus Tameras nettoyait les bureaux pour $1 de l'heure quand je l'ai rencontré. Il ne savait pas conduire une voiture. J'ai fait en sorte qu'il monte sa propre boîte. Je me levais à 5 heures du matin pour lui apprendre à conduire et ensuite je l'ai aidé à monter sa boîte de nettoyage. Voyez-vous, c'est ce que j'aimais faire. D'ailleurs, il a fini aussi par monter une autre boîte de fast-food, en plus de sa boîte de nettoyage. Il était devenu un homme très riche. Il est mort, mais sa femme a parlé à sa fille d'un certain Monsieur Bob. Quand vous rentrez chez moi, vous voyez 2 petites statues en pierre posées contre un mur sur mon bureau. Une statue de Socrate et l'autre de Platon. C'était un jour de Noël, et alors que Bessie commençait à peine à parler, elle était rentrée dans mon bureau avec Marinus et m'avait dit « Joyeux Noël, Monsieur Bob », en me tendant les statues. Elles y sont toujours. Tout cela remonte au début des années 60. Oui, j'ai aidé beaucoup de gens. Mais voyez-vous, c'était à ce moment-là que j'avais découvert ma vocation pour la première fois. Je m'étais rendu compte que mon entreprise de nettoyage, ça s'était fait accidentellement ou presque, et que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était d'aider les gens à devenir conscients de leur potentiel. Parce que, voyez-vous, je regardais ma vie. Je gagnais pas mal d'argent, j'étais dans une si grande position, j'avais une vie charmante et je me disais, si moi je peux faire ça, tout le monde peut le faire. Et tout ce que je voulais faire, c'était d'apprendre aux gens comment y arriver. Mais j'ai dû ensuite réfléchir à ce que j'avais vraiment fait pour connaître un succès aussi considérable, car je ne le savais pas. Et j'avais donc décidé d'étudier la question. Ça m'a pris 9 ans avant de devenir conscient des raisons de mon succès. Et je me suis alors dit, je dois laisser tomber ma boîte de nettoyage parce que je veux aller travailler avec Nightingale. Je dois profiter davantage de son savoir. Vous devez avoir de nombreuses histoires comme celle-là, des gens qui ont vu leur vie se transformer. Vous avez donc travaillé pendant 5 ans avec Earl Nightingale, qui vous a supervisé de façon remarquable. En réalité, c'est surtout son partenaire Lyold Conan qui m'a supervisé. J'ai appris beaucoup de Earl Nightingale en travaillant à ses côtés. S'il étudiait quelque chose, je faisais de même. S'il s'abonnait à un magazine, je faisais de même. Mais c'était son associé, Lyold Conan, qui m'a ouvert l'esprit et m'a appris à voir très grand. Il y a un très bon livre intitulé « La magie de voir grand » par Schwartz. Tout le monde doit avoir ce livre en sa possession. J'ai pris conscience par la suite qu'il n'y a pas de fin à ce que nous pouvons penser. Grand, ça n'existe pas. Rien n'est grand ou petit. Vous pouvez dire que cette chaise est grande, mais par rapport à quoi? À la chaise qui est là-bas. Les choses ne sont grandes ou petites que dans notre esprit. Et Lyold m'a beaucoup aidé à comprendre ça. Vous êtes donc resté là-bas pendant 5 ans et vous vous êtes mis à voir de plus en plus grand. Mais dites-nous comment vous est venue l'idée de lancer votre propre entreprise. Et parlez-nous également des échecs que vous avez connus et de la manière dont vous les avez surmontés. Je n'ai tout simplement pas opté pour l'échec. Je pense vraiment qu'un grand échec est susceptible de vous inspirer. Je traite le succès et l'échec de la même façon. Je considère les deux comme des étapes nécessaires pour arriver à là où nous voulons aller. Grand échec, grande leçon. Petit échec, petite leçon. Quelle était votre question déjà? Ma question était, comment vous est venue l'idée de lancer votre propre entreprise et comment ce fut au début?
Je vendais du matériel enregistré et j'avais remarqué que les gens achetaient le matériel mais ne l'utilisaient pas. J'étais allé voir Lyode un jour et je lui avais dit « Je pense que nous devrions arrêter de vendre ce matériel. Je pense que nous devrions vendre des séminaires et distribuer gratuitement les enregistrements. » Il m'a traité comme si je venais d'une autre planète. Il m'a dit « Non, je pense que nous laisserons l'affaire des séminaires à Carnegie et nous continuerons à nous occuper des enregistrements. » J'ai su à ce moment-là qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. J'étais allé là-bas pour m'éduquer. Et je pense que j'ai eu l'équivalent d'un doctorat en développement personnel. Maintenant, il faut garder à l'esprit que quand je suis arrivé dans cette boîte, c'était au temps de Jim Rohn qui venait d'arriver, mais aussi au temps de Ziegler. Ce que je veux dire, c'est que j'étais resté dans ce milieu probablement plus longtemps que quiconque d'autre. Je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous apprend pourquoi tout cela marche. Autrement, vous comprendrez et ça marchera, mais vous n'y prendrez pas plaisir de la même manière, parce que vous ne pourriez pas le partager avec les autres. Savez-vous que la plupart des gens qui ont réussi ne peuvent pas expliquer le pourquoi de leur réussite? À vrai dire, j'ai travaillé pour le compte de quelques-unes des plus grandes entreprises au monde, et j'ai remarqué que même au sein du service de la formation, ils ne savaient pas pourquoi les gros bonnets de leur entreprise ont réussi et ces gros bonnets ne le savaient pas non plus. Ils se contentent de supposer que ces gens étaient plus intelligents tout simplement. En réalité, ce n'est pas le cas, car certains, et bien qu'ils soient plus brillants, peuvent connaître de grands échecs. Maintenant, cela ne veut pas dire que les gens stupides réussissent tout et que ceux qui sont brillants perdent tout. Pas du tout. Cela veut dire que la réussite n'est pas une question d'intelligence ou d'éducation formelle, mais une question de programmation. Nous sommes programmés par l'école et puis nous sommes programmés génétiquement. C'est ce qui explique que vous avez les apparences que vous avez. Je pourrais lire votre énergie comme si je lisais un livre et je connais votre nature génétique. Tout se passe au moment de la conception. L'ADN de papa et maman s'associe et c'est ce qui forme votre propre ADN. Ensuite, la force attractive est activée 280 jours plus tard. Vous faites vos débuts sur la planète et puis vous passez par ce qu'on appelle le conditionnement environnemental jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près. Et puis vous allez à l'école et c'est là que commence votre véritable conditionnement. Et c'est ce que j'avais commencé à faire en 1961. J'avais commencé à reprogrammer ce conditionnement avec du matériel enregistré. Cela m'a pris 9 ans avant de pouvoir découvrir le secret de ma réussite. Mais je sais maintenant pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et je peux vous le montrer et vous le prouver sans l'ombre d'un doute. Et ce, peu importe le degré de votre scepticisme. J'enseigne ces principes à des ingénieurs, sachant que les ingénieurs sont des gens très sceptiques. Je les enseigne à des avocats, à des psychiatres, à tous les professionnels. À vrai dire, un psychiatre m'a dit qu'en une année, il a appris sur l'esprit ce qu'ils apprennent aux 5 ans à l'école de psychiatrie. Et il n'était pas le seul psychiatre à me dire ça. J'ai étudié l'esprit pendant 52 ans et je suis arrivé à la conclusion ferme qu'il m'est possible d'enseigner à un enfant comment fonctionne son esprit. Et c'est quelque chose qu'on devrait faire, car si un enfant est capable d'apprendre une langue et de devenir polyglotte avant même de fréquenter l'école, alors vous pouvez certainement lui apprendre comment marche son esprit. Parce que cette partie de nous qui collecte des informations, cette partie de nous que l'école abreuve d'informations, n'est pas la partie qui contrôle notre comportement. Et c'est notre comportement qui produit nos résultats. Notre esprit est constitué de 2 parties, le conscient et le subconscient. Le subconscient est la partie qui est conditionnée par la génétique et l'environnement. Si l'école comprenait ce principe, elle n'adopterait pas la structure qu'elle adopte. Je travaille avec vous depuis maintenant 7 ans et je n'arrive toujours pas à toucher le fond du récipient qui contient vos connaissances. There is no bottom. No, listen, there is no bottom.
Il n'y a pas de fond. La connaissance est infinie. Comprenez ceci. Toute la connaissance qui a jamais existé ou qui existera est présente à 100% de façon égale partout et en même temps. Toutes les sciences et toutes les théologies le disent. Tout le pouvoir qui a jamais existé et qui existera est présent à 100% de façon égale partout et en même temps. Toutes les sciences, toutes les théologies le disent, qu'il s'agisse du christianisme, du judaïsme ou de l'islam. Le pouvoir est omniprésent. Et quand vous l'exploitez, car il est en vous, vous ne trouvez jamais de fond ou de surface, car vous exploitez quelque chose qui est infini, quelque chose qui circule à travers vous. Vous êtes simplement un instrument qui sert à l'esprit pour fonctionner à travers vous. Nous sommes des êtres spirituels et notre ADN spirituel est parfait. Il ne requiert ni modification ni aucune amélioration que ce soit.